écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans Radio Ma'arif, encore un podcast Histoire et encore un moment passionnant qui s'annonce puisque nous sommes avec le professeur paléoanthropologue Abdelouahad Ben Sar. Bonjour professeur. Bonjour. Alors si on ne vous connaît pas encore, parce que vous êtes quand même très visible aujourd'hui, vous êtes l'homme qui a trouvé l'homme d'Iroud. Oui, je fais partie, pour être juste, Collectif, je fais partie de l'équipe qui a été derrière cette découverte, qui a fait couler beaucoup d'encre il y a de cela 3 années. C'était en 2017, exactement le 7 juin 2017, où l'on avait annoncé cela à travers une conférence, disons, à l'adresse d'un tour de table d'organes de presse. Et le lendemain, c'était le coup de tonnerre à travers le monde, je dirais, parce que ça a été repris dans l'ordre de 3000 reprises dans la même journée, là, le 7 juin. Est-ce que c'est la plus importante découverte Comment on peut la situer aux gens qui sont à l'extérieur dans votre monde C'est une découverte capitale. Parce que, disons, les recherches, l'avancement des recherches permet d'arriver à certaines vérités, même si ces vérités sont relatives. Mais force est de relever quand même que par rapport à la problématique de la quête de notre origine, et c'est ça qui rend passionnant la chose, c'est que cette origine a suscité beaucoup d'intérêt, et je dirais auprès de la communauté scientifique, il y a un intérêt important. Pourquoi ? Parce que pendant les 30 dernières années qui ont précédé cette annonce, 2017, la thèse qui était admise, c'est que notre origine à nous est là quelque chose comme 200 000 ans. Du côté de l'Afrique de l'Est. Du côté de l'Afrique de l'Est, tout à fait. Quand vous dites notre origine à nous, c'est l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, absolument. Alors, les hommes modernes. Voilà. Les hommes modernes. C'est-à-dire l'Homo sapiens, il nous ressemble. Absolument. D'accord. Nous appartenons à cette espèce nous sommes des Homo sapiens. Voilà, nous sommes des Homo sapiens. Sauf que Iroud, on peut dire qu'on a affaire à plusieurs jalons. D'abord des jalons précurseurs. Et ces jalons précurseurs, on les identifie en quelque sorte maintenant. Iroud en fait partie. Donc tout ça pour dire que pendant 30 années, pour revenir à votre question, pendant une trentaine d'années, ça y est, on était... à l'origine du sapin. Non, on avait notre origine qui était située à 200 000 ans. 200 000 ans, oui. Et pour répondre à la question de manière directe, ce qui rend cette découverte intéressante et importante, c'est qu'on est passé de 200 000 ans à 300 000 ans. Oui, oui. Donc nous avons un bond quand même de 100 000 ans, et ce n'est pas rien. Non. Toutes les avancées que nous avons enregistrées au niveau de toutes les découvertes à travers le monde, c'est des bonds et surtout quand on s'approche de l'actuel, je ne parle pas des millions d'années où là on peut avoir une différence ou même une incertitude relative qui peut aller jusqu'à 300 000 ans, on peut l'avoir comme marge si vous voulez. Mais ça c'est pour les millions d'années. Quand on parle des premiers hominines, le Tchadassiensis, les Ramidus, les Australopithèques, etc. Mais quand on va vers le dernier million d'années, là, l'écart se rétrécit par rapport à la marge qui cale une date. Je m'explique. Pour Iroud, maintenant, nous avons exactement 315 000 ans. Mais nous avons une marge qui va au-delà de facilement 30 000 ans. Donc c'est plus ou moins 30. Ouais. Plus ou moins. Donc entre 290 j'ai arrondi. Et 350. J'ai arrondi. C'est pour ça qu'on dit, on se prononce pour 300 000 ans. D'accord. C'est une histoire fascinante, hein, la découverte de ces ossements. D'ailleurs, j'invite dès ce début de podcast à tous ceux qui voudront le prolonger d'aller sur YouTube. Vous allez trouver quelque chose de très très complet, un gros documentaire d'Arte qui raconte les détails de la découverte, qui rentre dans des précisions techniques. C'est passionnant, vous y figurez évidemment. Mais déjà d'un point de vue découverte, j'ai trouvé incroyable que toute cette affaire commence en 1960 par un mineur. Oui. Parce que ce Jebel Iroud, il est intéressant au niveau des minerais, donc il y a des gens qui creusent, et ce bonhomme-là trouve un crâne. C'est ça le début de l'histoire. Ce n'est que ça. Si on n'avait pas creusé là-bas, on ne serait pas là. C'est un coup de hasard.
c'est une découverte fortuite, comme on dit dans notre jargon. Effectivement, le Jebel Irhoud était connu pour avoir, c'est là où on trouve le minerai de la barytine. Et pendant les années 50, même avant, jusqu'aux années 60, la barytine, c'est un minerai qu'on emploie dans l'industrie chimique et surtout lié à l'extraction du pétrole ou des choses comme ça. Et plusieurs chantiers étaient ouverts au niveau du Jebel Irhoud, du massif d'Irhoud. Alors, parenthèse, ça se trouve pas loin de Chemaïa, entre Esfi, Souara et Marrakech, dans un triangle. Absolument. On est exactement à 50 km à vol d'oiseau au sud-ouest de la ville de Safi, la ville de Youssoufia, pardon. D'accord. Donc, il y avait plusieurs filons. Un des ouvriers suivait un des filons de la barytine. Et coup de hasard, il tombe sur un crâne. C'est comme ça que l'histoire commence. Et c'est comme ça qu'un nouveau site archéologique est révélé. Il va chez les gendarmes, j'imagine. Non, c'était dans le crâne a été transféré chez le médecin de la société ou l'entreprise. Et le médecin de l'entreprise était quand même assez averti. Et tout de suite, il sollicite les autorités marocaines. On dépêche un chercheur qui était à l'Institut scientifique de Rabat et la faculté des sciences de Rabat, qui existait à ce moment-là. On l'avait mobilisé, on l'avait dépêché pour faire une expertise. Et c'est là qu'il se retrouve avec ce crâne où déjà à ce moment-là, il n'en revenait pas parce que c'est impressionnant. Ok, donc ce crâne, alors c'est une histoire donc de hasard, hein, cette découverte, cet Absolument. ouvrier, mais c'est aussi une histoire de persévérance, parce que l'histoire qu'on est en train de raconter, celle de la découverte de l'homme d'Irhoud, elle se passe sur plusieurs années, même plusieurs décennies. Et il y a dans ces décennies entre le premier coup de pioche de cet ouvrier minier et la découverte des 100 000 ans d'ancienneté supérieure, eh ben il y a eu des gens qui ont insisté. Alors le premier qu'on voit beaucoup dans l'histoire, c'est Monsieur Jean-Jacques Hublin. C'est bien ça ? Oui, absolument. Alors Jean-Jacques Hublin, c'est qui ? Jean-Jacques Hublin, c'est un paléanthropologue. On partage la même spécialité. Et c'est quelqu'un effectivement qui avait en quelque sorte jeté son dévolu très tôt sur ce site. Pourquoi ? Parce que lors de sa formation, que ce soit au niveau du diplôme des études approfondies ou de thèse de 3e cycle, après il va faire suivre par une thèse de doctorat d'État. À ce moment-là, au moment de la préparation de sa thèse de 3e cycle, donc lui, il avait choisi comme matériel d'étude, comme zone géographique à étudier, le Maghreb, l'Afrique du Nord, pour une raison personnel parce qu'il a grandi en Algérie, effectivement. Enfin, il est né en Algérie, quelques années d'enfance, et puis après donc ça, c'est une des raisons qui avait motivé son intérêt. C'est fou comment Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Jean-Jacques Hublin est un chercheur brillant, et puis il s'est penché très tôt sur une problématique qui coupe la scène scientifique, si je puis dire, parce que en s'intéressant à l'Afrique du Nord en tant que zone géographique, mais en même temps, ça ne s'arrête pas là, ça va jusqu'à l'Europe. Et quand je dis ça va jusqu'à l'Europe, parce que nous avons un autre taxon qui s'appelle l'homo néandertalien, ou l'homme de Néandertal, c'est ça qui constitue son centre d'intérêt. Donc, nous avons le Néandertal. Le Néandertal, c'est une espèce qui a existé en parallèle à Homo sapiens. Alors ça, c'était une autre découverte que j'ai faite. Je pensais qu'ils se succédaient, mais en fait, ils se sont croisés. Voilà. Ils se sont croisés, peut-être qu'ils se sont mariés, peut-être qu'ils se sont c'est affrontés. pas exclu. On sait pas. Donc, ce parallèle entre les deux, ça coïncide vers on va dire, une limite d'âge qui va vers 600 000 ans, 700 000 ans, et ça remonte jusqu'à 20, 30 000 ans. Si vous voulez, c'est la zone, je dirais, la chronologie dans laquelle Hublin s'est spécialisé. D'accord. Tout en ayant de l'intérêt pour les Néandertaliens, bien sûr, et cela conduit à avoir aussi de l'intérêt à Homo sapiens. Et c'est ça qui le ramène vers le site de Jebel Irhoud. Et puis, un des mérites que je soulignerai quand même, c'est que la première personne à avoir un contact ou à avoir touché les fossiles d'Irhoud, c'est Émile Inouchi. En 1960. Voilà, 61. Donc Inouchi, quand il a découvert ce fameux premier crâne, aussitôt on a décidé de prendre en charge scientifiquement ce site, et c'est lui qui conduisait les opérations. Il a travaillé dans ce site pendant la décennie des années 60. Alors ce à quoi je voulais en venir, c'est que Émile Inouchi avait qualifié les restes de Jebel Irhoud comme étant des Néandertaliens.
10 années ou 15 années plus tard, arrive Jean-Jacques Hublin, bien sûr d'autres chercheurs, et qui révèlent que c'était Sapiens. Que c'était surtout pas des Néandertaliens. D'accord. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, l'intérêt qui lie Jean-Jacques Hublin à ce site. C'est surtout par rapport à cette problématique de se prononcer pour un autre taxon au lieu de celui qui était retenu jusque-là. D'accord. Là, c'est là où je parle de persévérance. Voilà, la persévérance, tout à fait. Alors plus que ça, Émile Hinochet avait daté ces fossiles de 50 000 ans. Qui était la limite du carbone 14. La limite du carbone 14, voilà, vous savez tout. Non, j'ai juste cliqué sur YouTube. Donc, cette volonté de vouloir aller jusqu'au bout des choses, c'est que on se retrouve avec des fossiles qui ont l'air d'être anciens, n'est-ce pas ? Hinochet les qualifie des Néandertaliens, ce ne sont pas des Néandertaliens, mais quand même une morphologie qui est, disons, en contradiction avec l'âge qu'on leur avait affecté, qui est de 50 000 ans. Alors du coup, d'autres méthodes ont été mises en œuvre dans les années 90 sur du matériel phonique ancien. Et puis de fil en aiguille, on arrive quand même à 160 000 ans. On est allé jusqu'à 160 000 ans. Mmh. Mais en dépit de cet âge-là, il était nécessaire de reprendre les datations selon de nouvelles méthodes. Oui, et c'est là où vous intervenez. Voilà. C'est là où vous intervenez. C'est la troisième mission. Voilà, la troisième mission. Parce que vous avez fréquenté le professeur Hublin, non ? Oui, bien sûr. Donc, on vient pratiquement du même labo. D'accord. Donc là, pratiquement, je dis. Il a passé une partie de sa carrière d'étudiantine. La préparation de son doctorat d'État à l'époque, il l'avait faite à Bordeaux. Mais c'est là où la petite histoire rejoint la grande histoire. Donc on a en gros un mineur qui donne un coup de pioche inspiré. Voilà, tout à fait. On a un mineur qui a un bon réflexe, parce qu'il aurait très bien pu... Absolument. Et c'est le meilleur qui soit bien conservé. Ce crâne-là, trouvé voilà. le premier, c'est le meilleur que nous avons. Voilà, donc un médecin inspiré qui fait sur le crâne là où il faut. Oui. Un professeur Hublin qui est maghrébin, en fait, on va le dire comme ça pour aller vite, qui doute un peu de cette histoire de Néandertal, Sapiens, machin, qui insiste, et qui, subhanallah, est en contact avec un professeur marocain, c'est vous, qui entre-temps est rentré au Maroc, et qui allait être le pendant marocain de cette troisième vague de recherche, parce qu'entre-temps, quand vous arrivez pour cette troisième vague, pour poursuivre les premières recherches des années 60, eh ben le Jbel, il est crevé de mines, Absolument. Il est ravagé. En fait. Ravagé, complètement ravagé. Vous vous demandez si vous avez trouvé quelque chose. Absolument. Et vous avez... C'était la question majeure, est-ce qu'on aura la chance de trouver encore des couches archéologiques en place ? Eh ben, je dirais oui, contrairement à ce à quoi on s'attendait, parce que malheureusement le site a été l'objet de plusieurs vicissitudes. Oui, des éboulements. Éboulements et puis même des recherches clandestines. Donc... Attends, les éboulements, on comprend. La recherche de minerais, on comprend. Oui. Mais des recherches clandestines, qui fait des recherches clandestines ? C'est des clandestins. Oui, mais c'est des gens de votre monde. C'est pas des... C'est-à-dire c'est des... Moi, je dirais, des gens de notre monde, des scientifiques qui se respectent ne feront jamais ça. Alors, c'est qui ? C'est des clandestins. Est-ce que c'est le fameux Kenz Non, pas vraiment. C'est pas vraiment le Kenz, mais quand vous avez un fossile, par exemple, qu'on attribue à Néandertalien, les gens vont penser qu'en revenant sur lui, on va trouver un fémur d'un Néandertalien. Est-ce que ça se vend ? Parce que c'est ça la question. J'ai du mal à imaginer. C'est pas impossible. On n'a pas de preuve de cela. Oui, mais c'est pas exclu. C'est pas exclu. Donc plus c'est ancien, plus ça a de la valeur. Donc vous voulez dire que n'importe qui, à la vue où vous traversez le village ou la région, vous partez en mission pour chercher, il y en a d'autres qui vous suivent, ils disent tiens on va chercher un truc, on ne sait pas. Non, je veux dire, ces interventions-là se sont produites entre la fin des travaux, d'abord d'Hinochet suivi de Tixier, après jusqu'à la fin des années 60, entre on va dire les années 70, 80, 90, le site était laissé à l'abandon. D'accord, donc là, c'est à ce moment-là qu'on a eu les grands dégâts. Les grands ravages. Les grands ravages se sont opérés pendant ce temps-là. Vous arrivez avec une équipe de combien de personnes pour reprendre les recherches ? Une dizaine de personnes. En moyenne, c'est une dizaine de personnes. On voit des Allemands, on voit l'université de Leipzig qui est impliquée, des ouvriers, vous, le responsable, des Anglais aussi, je pense. Oui. Voilà. Et combien de temps vous cherchez avant de trouver ? D'abord, il faut commencer par dire quelque chose qui est important, à savoir que c'est une fouille qu'on a menée selon les standards internationaux. Mais au préalable, il y a quelque chose qu'il faut souligner, à savoir que c'est un partenariat entre l'INSAP,
qui est l'institution qui est chargée de la recherche archéologique à l'échelle nationale. L'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. D'accord. L'INSAP, où nous nous trouvons maintenant. Et puis de l'autre côté, comme partenaire majeur, c'est l'Institut de Max Planck de l'anthropologie évolutive. Qui se trouve Leipzig. À Leipzig. Donc en Allemagne. En Allemagne, D'accord. tout à fait. Donc le partenariat officiel, c'est entre ces deux établissements. Mais derrière ces deux établissements, nous avons des partenaires qui viennent de France, qui viennent d'Espagne, qui viennent des États-Unis d'Amérique, qui viennent de Hollande, qui viennent d'Allemagne. Tous ces gens-là étaient à Héroud. Tous ces gens-là sont passés par Héroud. D'accord. Absolument. Donc c'est une grosse mission, ce que vous nous disiez, qui coûte cher. Qui coûte très cher. Et qui la finance? Qui coûte très cher. Alors, la finance, c'est une contribution des deux établissements, chacun à la mesure de ses moyens. D'accord, donc l'INSAP et Leipzig. Voilà, et Leipzig. Mais je dirais que ce qui coûte cher dans ce genre d'études, c'est les datations. Oui. Et les datations, l'avantage que nous avons, c'est que Leipzig, il est équipé en laboratoire de datation. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de la datation, c'est très bien expliqué dans le reportage d'Arte, la photoluminescence. On a un cours sur il faut mettre des sondes, les laisser une année, voir la quantité de lumière. Voilà. C'est assez fascinant de rentrer là-dedans, mais ça serait compliqué d'aller plus loin. Par contre, je reviens donc à ma question, vous faites les datations, en fait, entre le moment où vous trouvez, le moment où vous commencez le gros projet, où la partie importante c'est les datations, il se passe combien de temps? Nous avons démarré en 2004, première campagne. D'abord de reconnaissance, c'était en 2004, ça doit être en octobre il me semble. Et c'est là qu'on décide de la stratégie à mener pour l'avenir. Parce qu'au début, on ne savait pas si on allait trouver quelque chose à exploiter, quelque chose à fouiller, etc. On n'était pas certain. Il a fallu mener cette campagne de reconnaissance, de déblayement, de nettoyage, si je puis dire. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on a situé exactement les coupes qui se prêtent à des fouilles archéologiques. Et c'est là qu'on a établi notre stratégie d'intervention sur le site. Donc depuis... 2004. 2004, oui. 2004, la première mission de reconnaissance et de déblayement. D'accord. La mobilisation de machines, de tractopelles, vraiment en profondeur. Et puis les années après, c'est 1 mois par an, et c'est des fouilles minutieuses. C'est des vous parlez de fouilles, vous allez là-bas 1 mois, oui, vous retournez dans vos labos pour étudier, tout à fait. Et vous repartez l'année après 1 mois. Tout à fait. C'est comme ça que ça se passe. Absolument. Chaque an, c'est 1 mois de travail, de mobilisation sur le terrain, mais 1 mois de mobilisation sur le terrain, il est précédé par 1 mois de préparation et par 2 mois ou 3 mois de traitement du matériel et des données. Et là, vous trouvez, je pense, rapidement des animaux et des outils, c'est ça? Non, au risque de vous surprendre, la première campagne de reconnaissance, on tombe sur l'élément révélateur, une dent humaine. C'était pas rien. Une dent, en 2004. La première dent, en 2004. D'accord. On la trouve, malheureusement, elle n'était pas en place parce que c'est pratiquement dans la partie où il y avait des déblais, mais quand même c'est révélateur. C'est révélateur de beaucoup de choses. La première, c'est que nous sommes en présence d'un site qui a fait l'objet de beaucoup d'interventions de tous bords. 2, en dépit de ces dérapages, en dépit de ces ravages, il continue à produire. La preuve, c'est dedans. Tout à fait. Troisièmement, c'est que le fait de produire, et ça va se confirmer dans les années qui allaient suivre, c'est que nous sommes devant un site exceptionnel. Exceptionnel par sa générosité. Parce que durant les années 60, les fouilles d'Enochi et de Tixi, on était arrivé à 6 fossiles. Les travaux que nous avons menés, nous, depuis 2004 jusqu'à 2011, on est parti de 6 jusqu'à 22. Et le fait d'avoir une documentation aussi importante, ce chiffre-là, ou cette quantité de fossiles, c'est un mérite pour le site à partir du moment où c'est la meilleure documentation anthropologique que nous avons à l'échelle mondiale pour cette époque. D'accord. Pour, disons, l'émergence d'Homo sapiens. Nous avons à Héroud maintenant une collection d'ossements humains qui est considérée comme étant, elle est complète, et dans le sens de complète, c'est la meilleure que nous avons à l'échelle mondiale. Alors c'est fou parce que moi je comptais faire un petit film avec des moments de découragement, la mission qui ramasse ses affaires et la dernière minute. Mais en fait non, vous avez tout de suite trouvé des choses qui vous ont encouragé à continuer. Voilà. Donc, je vous ai dit, la première mission de reconnaissance, une dent, c'est révélateur. Tilt. C'est révélateur. Bingo. L'année suivante, on trouve autre chose. Et puis la meilleure, le jackpot, je ne cesserai jamais de le répéter, c'était en 2007.
En 2007, on était... Coup de théâtre. Coup de théâtre, absolument. On était parti pour une campagne d'un mois. On s'est retrouvé avec 2 campagnes la même année. Pourquoi 2 campagnes la même année? Parce que, comme d'ailleurs dans la plupart des sites archéologiques importants, les meilleures trouvailles, c'est à la fin de la campagne. Donc cette année-là, en 2007, à la fin de la campagne, nous tombons sur un crâne, un fémur, une mandibule. Et que demande le peuple? C'est vraiment Comment vous vous sentez à ce pas. moment-là? Décrivez-nous vos sentiments. C'est comment dirais-je, moi je qualifie ça vraiment d'extase. On découvre une chose et que ça engendre un sentiment de satisfaction, d'émerveillement, de sentiment de mission accomplie, etc. Et tous les gens de la mission partagent ce sentiment, j'imagine. Absolument. Donc c'est la fête, c'est comme quand vous gagnez. C'est la Ligue des Champions. C'est la fête, c'est vraiment la fête. Alors au moment où on a trouvé ça, c'était à la fin de la campagne. C'est un traitement particulier qu'on devait mettre en œuvre. Et du coup, obligé d'engager une deuxième campagne juste quelques jours juste après. Mobiliser un appareil pour scanner, parce que c'est un moment à immortaliser. Un scanner en bonne et due forme pour pouvoir documenter la position des vestiges, etc. Deuxièmement, faire un moulage classique, la méthode classique. Donc là aussi, c'est une mobilisation à part. Et puis après, le démontage de ces fossiles. Là aussi, c'est un démontage assez particulier avec un traitement spécial pour que les vestiges, une fois démontés, souffrent moins en termes de perte, soit d'informations, soit de parties de vestiges. Ouais, ce serait dommage qu'après tout ça, il vous tombe des mains. Donc, je dirais que le maximum d'attention a été mobilisé à ce moment-là de la campagne. Alors, au-delà de 2007, donc 2008, 2009, chaque année on trouve chaque année on trouve de quoi être motivé pour poursuivre. C'est un nouveau mois. Voilà. Non, mais quand vous êtes jeune étudiant en paléoanthropologie, je sais pas, vous êtes dans une classe avec plein de gens qui ont la même passion. En tout cas, c'est pas le genre d'études qu'on fait au hasard. Et est-ce que moi j'essaie de me mettre dans votre... Est-ce que c'est un peu le rêve de ces gens-là de tomber sur quelque chose de comparable à ce que vous avez trouvé? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Croyez-moi, pour ces périodes, disons, de 300 000 ans, 200 000 ans, des choses comme ça, je l'ai dit d'ailleurs dans le film, la perle rare, c'est les fossiles. Et figurez-vous que j'ai des collègues qui ont travaillé pendant 20 années, 30 années dans des sites, et trouver un fossile humain, c'est pas donné. Alors vous comparez ça à un site qui ont fourni suffisamment chaque année, nous avons toutes les perles qui sont là. Donc Zahira, vous l'avez appelé Zahira? Zahira, c'est le fameux crâne qu'on avait découvert en 2007, qui était en place. Et le premier crâne que nous avons du site, oui, c'est une femme. Le premier crâne que nous avons découvert est documenté in situ. D'accord. Parce que les 2 crânes d'avant, que ce soit le 1 ou le 2, le 1 a été trouvé par l'ouvrier et le 2, nous avons du mal à le situer dans le travail fait par Inouchi. Il le situe quelque part, mais pas de manière précise comme nous l'avons fait pour le 3e crâne de Zahira. Bon, alors on va passer sur le long procès de datation qui arrive au chiffre de 300 000 ans. Donc là, c'est le choc total. Puisque, absolument. Voilà, donc il faut réécrire. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai une fille qui est en 6e et elle sait qu'il faut changer son manuel. C'est fait. Ah, c'est fait, voilà. Donc, bien sûr, c'est fait. Le manuel, c'est fait. Donc vous avez changé les manuels C'est pas nous. C'est le ministère en charge de ça mais c'est fait. C'est fait pour les manuels scolaires, manuels scolaires du primaire. Maintenant, c'est dedans, c'est dans le programme. Mais même dans le monde, j'imagine. Il est dans le programme. Non, Commençons d'abord par ce que nous avons ici, c'est fait. Et personnellement, je m'en réjouis parce que c'est un vœu qu'on avait formulé au moment de cette découverte, que les manuels scolaires soient révisés en conséquence, et je suis content que mon pays soit le premier à le faire. Alors, on va revenir sur l'impact de votre découverte sur le savoir humain contemporain. Mais avant ça, faites-nous un petit peu visualiser à quoi ressemblait cet homme d'Iroud il y a 300 000 ans. C'est parce que c'est un jebel, donc c'est une petite montagne. C'est un chasseur, d'après ce que j'ai compris. Absolument. Voilà, il est sur une position de guet où les choses passent. Tout à fait. Il mange beaucoup de gazelles. Absolument. Il mange beaucoup de gazelles. C'est verdoyant. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas verdoyant. Oui. Voilà. Oui. Sahara n'est pas un désert à l'époque.
Non. Voilà. Moi, je dirais que ce qui est intéressant par rapport à ce point, c'est que, vous l'avez souligné, nous sommes dans un lieu qui est en surélévation, si je puis dire. Le site, il domine toute une plaine, et c'est une position qui est choisie délibérément. Cet homme avait ce souci de dominer un paysage. C'est un chasseur, on est d'accord. C'est un chasseur. Un bon chasseur. Un bon chasseur qui sait chasser. Donc, sans son chien. Le choix de l'endroit où s'installer, installation entre guillemets, n'est pas hâtif. C'est réfléchi. Deuxième point, c'est que nous avons cette prairie qui se prête à une présence de gibier assez remarquable. Et qu'au sein de ces gibiers, nous avons, ce qui figure dans le site, c'est nous avons en premier lieu la gazelle. Et la gazelle, nous avons 2 espèces qui sont présentes en majorité. Nous avons 60% en termes de pourcentage par rapport à tous les animaux que nous avons sur le site, revient à la gazelle. La gazella dorca et la gazella tangitana. C'était son mets le plus courant. Son mets, on va dire aussi... je dirais préféré. Vous pouvez confirmer, préféré. Il y avait des zèbres à l'époque. Oui. Il y avait des panthères. Tout à fait. Et beaucoup de gazelles. Beaucoup de gazelles. Des choses verdoyantes. Oui, oui. Juste peut-être... La girafe aussi. Il y avait de la girafe. Il y avait la girafe, ouais. Est-ce que cet homme d'Irod, cet homme de moins de 300 000 ans, ça ne sert à rien de dire moins vu qu'on n'est plus à 2000 ans près, je ne sais pas, il s'habille, il se couvre de peau, il a un début de foyer, est-ce qu'il y a une structure entre guillemets familiale, on sait qu'il a des outils, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On a du mal à... Alors le fait de se retrouver avec 5 individus de différents âges, nous avons un enfant, nous avons un adolescent et nous avons 3 adultes. Ça ressemble à une famille. Rien que ça ressemble à une famille au sens d'aujourd'hui. Alors, ce qui contribue à cette approche, c'est que nous avons en même temps, sur le site, nous avons des foyers. Et ces foyers devaient servir pour cuire, par exemple, des animaux. Le gibier qu'on amène, on va le cuire dans ces foyers. Et le fait d'avoir des foyers sur place, pour moi, c'est un moyen d'installation et de vie en communauté. D'accord. Deuxième élément, c'est que nous avons des outils dont ils se servaient pour la chasse. Curieusement, à Jebel Irhoud, nous avons des outils qui sont finis. Ça veut dire que pour leur préparation, devait avoir lieu ailleurs. Et cet ailleurs, nous l'avons découvert. Une sorte d'atelier, vous voulez dire? Une sorte d'atelier, tout à fait. L'atelier où cet homme taillait ces outils se trouve à pratiquement 30 km à vol d'oiseau. Disons 30 km à vol d'oiseau, c'est une journée de marche, aller au retour au site. Donc avoir ce souci d'aller chercher une matière première, de la travailler, de choisir les meilleurs outils, de revenir sur le site et puis aller chasser, ça ne peut être que le résultat d'une, moi je dirais, de vie en communauté. Et là, en l'occurrence, c'est un cercle fermé de 5 individus. Et encore, mais si on trouve 5 crânes, ça veut dire qu'ils sont morts, enfin ils ont été... C'est pas 5 crânes, on n'a pas 5 crânes, on a 3 crânes. D'accord, alors vous avez 3 crânes. On a 5 individus. Vous avez 5 individus, donc c'est des bouts de... Oui, c'est des bouts. Le 4e sujet, il est représenté par un numérus. D'accord. Et le 5e, qui est l'enfant, il est représenté par une mandibule. D'ailleurs, ça peut être 2 enfants. Nous avons une mandibule et nous avons des os du bassin, le coxal. D'accord. Ces 2 parties du squelette reviennent à un enfant. Est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est 2? Donc, on va dire au moins un enfant. D'accord. C'est fascinant, hein, votre travail. En fait. Vous êtes une sorte de policier du passé, quoi. Alors, j'ai vu, pour être complet, qu'il y a des gens qui remettent en cause le caractère homo sapiens de l'homme d'Irhoud, qu'il y a une polémique ou en tout cas un débat sur son statut et des voix s'élèvent. Comment vous situez par rapport à ce débat? Est-ce qu'on est dans un débat est-ce que cette découverte d'Homo sapiens de 300 000 ans est validée? Est-ce que le débat est en cours? Est-ce que vous discutez entre vous? Est-ce qu'il y a de la politique là-dedans? Est-ce qu'il y a du nationalisme alors là-dedans? Je vais répondre et permettez-moi de m'étaler un peu. Nous avons fini en 2011 nos travaux de terrain. De 2011 jusqu'à 2007, il y a 6 années quand même. Les 6 années ont servi à échanger avec les scientifiques, à échanger avec les normes qui sont qualifiées pour ça, et surtout à soumettre à une tribune qui est irréprochable, qui est Nature, soumettre une publication
Alors, Nature. Qu'est-ce que c'est Nature? C'est une revue scientifique? Nature, c'est une revue, c'est le top. D'accord. C'est le top des revues scientifiques où nous avons des pairs qui évaluent les travaux et ne sont publiés qu'à partir du moment où ils sont validés par, on va dire, la communauté scientifique. Ils sont validés. Donc ça, vous l'avez fait? Bien sûr. Voilà. Du moment que c'est publié dans Nature, ça garantit la qualité du travail. Et ça garantit, disons, la crédibilité de ce qu'il amène. Alors cela étant dit, dire par exemple, ou l'insérer au sein de le considérer comme étant un Homo sapiens, et dire par exemple que la face que nous avons aujourd'hui, c'est une face qui est établie depuis cet âge-là, c'est pas seulement le voir, ou voir la morphologie du crâne, c'est des mathématiques. Il y a une science maintenant qui s'appelle la tomographie qui permet de faire des analyses. Et ces analyses sont jetées dans un ensemble d'analyses à l'échelle de l'humanité, disons l'humanité actuelle. Et comme par hasard, les mesures que nous avons au niveau de la face, ils tombent dans un nuage d'hommes modernes. D'accord, donc c'est un Homo sapiens. C'est un Homo sapiens, bien sûr. Il a la tête d'un Homo sapiens. Il a la tête d'un Homo sapiens. Il a les mesures, d'accord. Il a ce qu'il faut pour être Homo sapiens en partant de la face. Ce qu'on qualifie d'Homo sapiens, qui le caractérise essentiellement aujourd'hui, c'est ce menton-là. Un des critères, un des caractères. La présence du menton nous verse dans l'espèce Homo sapiens. C'est-à-dire quoi? Celui d'avant, il n'avait pas de menton? Non, il n'y a pas de menton. D'accord. C'est-à-dire qu'il a la bouche qui ramassait vers le... Qui est un peu atténué. Il a la bouche qui ramassait vers le cou. Deuxième chose, nous avons une capacité cérébrale également qui est grande, qui est celle d'Homo sapiens. Alors il est vrai qu'il y a un petit bémol dans cette histoire, c'est que nous avons le crâne qui est en deçà. Autrement dit, nous avons une face qui est moderne, mais nous avons un arrière-crâne qui ne l'est pas encore. D'accord. Et ça... Donc il a commencé son évolution vers l'avant, enfin, je ne sais pas. Disons, la face s'est modernisée très tôt. D'accord. Tandis que le crâne, il a pris un peu de temps pour s'inscrire dans une variabilité actuelle. Il a pris un peu de temps. La forme que nous avons aujourd'hui, on a pu la voir au niveau du cerveau, on a pu la voir qu'il y a 30 000 ans, 35 000 ans, 40 000 ans. Hier, quoi. Ouais. Donc, au moment où Hérode est venu, à ce moment, le cerveau il a continué à se développer jusqu'à arriver à la forme que nous avons aujourd'hui. La durée que ça a pris, c'est de 300 000 ans jusqu'à pratiquement 30 000 ans. Toute cette durée-là, c'était dans le... Vous êtes en train de nous expliquer en quoi cet homme est sapiens, mais j'ai toujours pas en fait compris vraiment pourquoi il y a des polémiques, alors que vous nous dites que vous avez, enfin que la publication et que les 7 années d'échange auraient dû faire valider cette découverte dans la fluidité. Et on a l'impression aujourd'hui, enfin c'est juste Internet, hein, j'ai aucune spécialité là-dedans, j'ai juste cliqué, qui dit qu'il y a des gens qui contestent ça, il y a des débats, des paléontologues espagnols, notre... Souvenez-vous, au début des débats... C'est pour ça que je me demandais est-ce que votre monde est parasité par la politique, les jalousies, etc. Ou est-ce que... Bien sûr, comme dans tous les métiers, toutes les disciplines, ce genre de... C'est désespérant la nature humaine. Oui, absolument, absolument. On parle de 300 000 ans. Ça se trouve, Hérode était jaloux d'un autre à côté. Voilà. Souvenez-vous, au début de notre dialogue, j'avais dit que toute vérité est relative. La vérité scientifique, elle est relative, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose d'absolu. Bien sûr, ça peut changer. Ça peut changer. Maintenant, on dit 300 000 ans, mais ça peut changer. Mais pourquoi je dis relative? Parce que maintenant, cette vérité, elle est considérée par un parterre de scientifiques et surtout par une revue qui est maintenant considérée par tout le monde comme la référence. Comme la référence. La référence numéro 1, publiée dans Nature et allez dormir. D'accord. Allez vous coucher. Vous pouvez aller vous coucher. Voilà. Merci beaucoup. Voilà l'histoire de l'homme d'Hérode racontée par le professeur Abdelwahad Ben Nsar. Mon seul regret, c'est que l'histoire qui commence par un coup de pioche en 1960. Dommage, on n'a pas le nom de ce bonhomme qui a changé. Mohamed Fatmi, voilà. Oui. Il fallait dire son nom, Mohamed Fatmi, qui a changé le destin de beaucoup de monde. Donc, non, mais qui a changé le destin de beaucoup de monde et qui a changé la composition de nos manuels scolaires. Ce n'est pas rien. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur. À la prochaine pour un nouveau podcast Histoire, les amis. Au revoir. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.